السلام عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات في برنامج وفي حلقه جديده من برنامج Femmes au pluriel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez très très bien et vous nous retrouvez pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel sur votre canal préféré Maghreb TV. Alors Femmes au pluriel, c'est l'histoire d'une femme, c'est un parcours, c'est aussi des combats. Et aujourd'hui, c'est une femme que je vais vous présenter, et on va présenter son parcours aussi. Et ses combats, il s'agit de Madame Farida Tahar. Alors Farida Tahar, elle est licenciée en sciences sociales et diplômée d'études spécialisée en droit de l'homme à Saint-Louis. Vous avez aussi, Madame Farida Tahar, travaillé quelques années au CPS et vous y avez été déléguée syndicale. Alors la liste est longue, hein, mais on y arrivera. Depuis 2009, vous êtes employée en qualité de coordinatrice au sein de l'ASBL Le Figuier. Vous allez nous en dire quelques mots. C'est un service social et juridique d'alphabétisation et animation citoyenne. À côté de ça, hein, vous êtes très engagée, on va dire, dans des mouvements anti-racistes en tant qu'administratrice au sein du CA, du MRAX, mais aussi du CCIB, c'est-à-dire le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Vous êtes aussi élue communale depuis 2012 à Molenbeek. Donc ça, c'est votre mandat communal en tant que conseillère communale pour la couleur socialiste, la couleur rouge. Et au sein de cette administration, donc, vous êtes dans le CA de la MAIS, M-A-I-S, Molenbeek Agence Immobilière Sociale, et la LES, c'est la lutte contre l'exclusion sociale. Alors plusieurs combats, on va dire plusieurs activités qui ne vous pas de tout repos. Mais avant de nous parler de tout ça, racontez-nous un petit peu vos choix, pourquoi vous avez choisi ce parcours-là, ces études-là, etc. Alors d'abord, merci de m'avoir invité, merci à Maghreb TV, merci à vous pour cette invitation. Vous savez, je crois que ces choix-là m'ont choisi. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui les ai choisis. J'ai grandi dans un environnement sain, mais toujours attentive aux injustices, quelles soient. Et donc, très à l'écoute de la personne démunie, de celle qui vit les inégalités sociales. Et donc, forcément, à un moment donné, ça vous interpelle et ça vous conduit vers certains parcours plus que d'autres. Et donc, j'ai choisi naturellement à l'issue de mes études de secondaire, donc d'humanité, d'aller vers des études d'abord d'assistante sociale, et puis cette licence à l'ULB en sciences sociales, et ensuite une spécialisation en droit de l'homme. Donc, c'est pas du tout un choix qui a été fait au hasard. C'était une nécessité? Vous aviez constaté des situations précaires? Mais en plus de ce que j'ai pu constater autour de moi, ce sont des principes, des valeurs qui m'ont toujours animée depuis déjà toute petite. Donnez-nous un exemple peut-être. Mais quand je voyais des injustices autour de moi, que ce soit à l'école, même parfois dans certaines familles, je ne pouvais pas les taire. Et quelque part, être témoin d'injustice et vous sentir impuissante, c'est un sentiment de frustration et vous pouvez le transformer positivement. C'est ce que j'ai essayé de faire par le choix de mes études, mais aussi de mes engagements, qu'ils soient associatifs, politiques. Et vous allez constater qu'il y a une sorte de ligne conductrice durant ces 20 dernières années qui ont en tout cas déterminé à un moment donné un choix dans ma vie qui soit toujours autour des questions sociales. Donc c'est vraiment, pour moi, le combat fondamental, c'est de lutter contre les inégalités sociales, puisque malheureusement, force est de constater qu'il y en a toujours eu, qu'il y en aura encore. Et donc, raison pour laquelle j'ai choisi de faire ces études-là et de travailler dans une structure, un service social de première ligne qui propose des permanences socio-juridiques à tout public qui souhaite être accompagné, suivi, orienté. Également dans ce service, puisque vous me posez la question de mes engagements, je commence surtout par ce travail au sein de l'ASBL Le Figuier depuis effectivement 2009. Et c'est un travail dans lequel j'ai vraiment trouvé un équilibre, c'est-à-dire qu'à la fois j'assure une mission de coordinatrice, mais également une permanence socio-juridique par semaine où je suis
vraiment au cœur des problématiques des gens. Donc, que ce Alors, soit... quelques mots sur le figuier, une ASBL qui existe depuis 2002. Hein, Tout à fait. Ce n'est plus une jeune. Oui. Enfin, si on peut dire ça, qu'elle est encore jeune. Disons qu'après 10 ans, on dira qu'elle est plus si jeune que cela, qu'elle a acquis une expertise. Avec le travail fourni, on peut dire qu'elle a déjà. Mais vous savez, quand vous avez plus de 13 ans d'existence, vous êtes reconnu, subsidié, vous avez bonne réputation. C'est une ASBL qui existe donc, qui est implantée à Scarbeck, qui est membre de la coordination sociale de Scarbeck, qui réunit une série d'associations, qui a plusieurs partenaires. Vous avez une certaine légitimité. Et aujourd'hui, force est de constater que l'ASBL fonctionne avec peu de moyens, mais avec une équipe enthousiaste, je veux dire très motivée, avec des bénévoles, mais aussi des employés. Et donc je suis dans cette ASBL coordinatrice, donc employée par le CA de cette ASBL. Et donc j'assure, comme je vous le disais, notamment une permanence socio-juridique par semaine où je suis confrontée notamment à des femmes, mais des hommes également. Il faut savoir que notre public est composé à 69% de femmes. Des femmes qui, dans la plupart du temps, sont livrées à elles-mêmes, vivent avec le strict minimum, subissent parfois des violences, soit conjugales, soit psychologiques, ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être outillées pour qu'elles puissent prendre leur vie en main. Quels sont les problèmes récurrents Nous avons des problèmes liés à des difficultés de couple, donc de famille, de violences familiales. Nous avons rencontré des femmes qui ne connaissent pas leurs droits et donc qui viennent frapper à notre porte. Il y a des formations, des informations qui sont Alors, ce que nous faisons dans un premier temps, en tant qu'assistants sociaux de première ligne, nous écoutons, donc c'est important d'être dans l'empathie, dans l'écoute active. Et une fois que la problématique, on a posé un diagnostic, dans ce cas-là, il faut essayer de pouvoir dégager des pistes de solutions. C'est toujours avec la personne et pas sans elle que ce travail s'effectue. Donc, un exemple, une femme victime de violences conjugales, on entend son problème, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Quand c'est possible, on essaie d'envisager une médiation avec le conjoint quand c'est possible. Quand c'est trop grave et que la personne a peur pour sa vie, eh bien, on essaie de mettre en place une série de mesures. Il y a des dispositifs. On travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres services, notamment le service d'aide aux justiciables, la police et d'autres structures. Et nous essayons de faire en sorte que cette femme qui était dépendante financièrement de son mari, dépendante de façon affective, puisse atteindre une autonomie, puisse s'émanciper. Il faut savoir que notre public, qui est majoritairement féminin, non seulement ne connaît pas ses droits, mais en plus, pour une grosse partie de ce public, connaît des problèmes de barrières linguistiques, donc ne parle pas le français. Quand vous ne parlez pas une des langues du pays, il est difficile de vous faire comprendre, il est difficile de comprendre la société qui vous entoure. Oui. Tout à fait. Et donc, on a mis en place des cours d'alphabétisation. C'est ce qui explique pourquoi, en plus du service social et juridique, dès le départ, dès la création du Figuier, les fondatrices ont mis en place directement des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère. Parce que ce sont les prémices pour une autonomie et une émancipation, en tout cas, tout à fait. Pouvoir se débrouiller. Les prémices, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas essayer de travailler l'autonomie des personnes, l'émancipation, pouvoir leur assurer une pleine intégration sociale dans ce pays, si vous ne les outillez pas. Alors, ça ne passe pas par une démarche obligatoire ou contraignante. Hein. Je préfère... Non, ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du projet. Le bénéficiaire ou la personne, l'intéressée, est toujours invité à faire partie d'intégrer ce processus. Donc, ce n'est jamais contre elle. Et concrètement, ce sont des femmes qui, au départ, ne savaient pas du tout parler le français et qui, à l'issue d'une année académique d'enseignement, une formation sérieuse, régulière, une assiduité, une présence, une participation active, fait qu'en fin d'année, on se rend compte qu'une partie de ces femmes arrive non seulement à structurer une phrase complète, à se faire comprendre, à lire, à écrire, à sortir finalement de leur petit cocon familial, à découvrir ce qui se passe autour d'eux, à rentrer, à franchir la porte d'un musée, d'une institution, d'une exposition, tous des lieux qui généralement ne leur sont pas accessibles. Donc c'est tout ce travail-là qu'on essaye de faire au Figuier, qu'on tente de faire depuis des années, qui porte ses fruits, qui sont exemplifiés dans nos rapports d'activité, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis en tout cas fière de faire partie de cette équipe
qui composent des assistants sociaux, des animateurs, animatrices, formateurs. Parce qu'il faut savoir qu'en plus des cours de... juridiques... Oui, bien sûr, avec une dimension juridique importante. Ça, c'est pour les permanences sociales et juridiques. Quand vous êtes amené à prodiguer un conseil, vous devez être certain des informations que vous donnez. Alors, quel bilan vous pourriez nous faire de ce travail? Est-ce que c'est pertinent ou bien ça reste encore une goutte dans la mer? Oui, c'est une goutte dans l'océan, mais toutes les gouttes se valent. Et tant qu'il y aura des problèmes, la misère humaine, affective, toutes ces inégalités sociales, on aura besoin de ces services. Ils existent et ils ont leur légitimité. Le Figuier n'a pas l'apanage des solutions. Il fait partie d'autant d'autres structures qui existent et qui font un travail remarquable. Vous savez, quand on travaille dans le social, vous ne pouvez pas comparer le gain ou la rentabilité comme si vous pourriez le faire dans une structure, On peut quantifier l'évolution, voir un petit peu... Mais c'est difficile de quantifier. Ce que vous pouvez savoir, par exemple, pour revenir à... Qualifier, donner le qualificatif plutôt. Oui. Tout à fait. Pour revenir à ces personnes qui sont des stagiaires de l'alphabétisation, pour nous, un gage de réussite, c'est la présence au cours, la participation, l'assiduité, le fait d'aller jusqu'au bout du cursus, de ne pas l'interrompre en cours de route. Le fait de voir dans le regard de ces femmes un sourire, les voir sourire du regard parce que finalement elles se sentent un peu plus autonomes que d'habitude. Le fait de nous dire... au travail de fin d'année ou... Oui, bien sûr, le fait de nous dire mais merci parce que quelque part grâce à vous j'ai pu finalement sortir d'une grotte. J'ai déjà lu ça dans des rapports d'activité, sortir d'une... Tout à fait, et découvrir la diversité culturelle qui existe autour de nous, découvrir cette richesse. La culture doit être démocratiquement accessible à toutes et tous. On ne peut pas la laisser à une certaine élite de notre société. Heureusement, il y a des musées qui sont gratuits, qui sont ouverts les dimanches, parfois les lundis. Et donc, c'est important d'encourager les personnes, les jeunes et les moins jeunes, à aller vers cette offre culturelle qui existe. Voilà. Votre public n'est pas exclusivement féminin, comme dans d'autres, il y a d'autres associations qui le sont. Comment est-ce que cette mixité, même si le nombre des hommes est plus petit, donc comment est-ce que cette mixité est vécue au sein de l'ASBL? Est-ce que c'est un plus? C'est un fait, il est là. Enfin, cette mixité, elle fait partie de la société. On la retrouve dans les ASBL. C'est un choix voulu dès le départ par ses fondatrices, qui existe dans l'équipe et au sein de notre public. Alors, il y a une dominante féminine. Et ça, on peut l'expliquer peut-être parce que certaines femmes franchissent plus facilement la porte des services sociaux, mettent des mots sur les mots, expriment peut-être plus aisément leurs problématiques. Il faut savoir aussi qu'elles sont plus touchées par les inégalités sociales, que ce soit au travail, à l'école, dans la formation. Elles connaissent un taux d'analphabétisation plus important que chez les hommes. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi on a plus de femmes. Et la mixité, bien sûr, c'est une plus-value. On a besoin des deux pour former un projet, pour former société, pour faire... On a constaté que justement, comme les femmes fréquentent un peu plus les associations, etc., il y avait un décalage comme ça dans l'évolution et dans le comportement des personnes. Vous le constatez aussi au sein de... Enfin, chez vous, non, puisque les deux sont là. Mais moi, je me garde, d'aller vers des généralités. Tout dépend de quel associatif on parle, de quel combat. Quand vous êtes dans une structure où des personnes portent un combat féministe par les femmes, pour les femmes, forcément, vous allez retrouver des femmes. Idem pour peut-être des initiatives sportives avec des hommes qui, à la base, ont mis en place des tournois de foot. Je caricature un peu avec ces exemples. Mais je pense que tout dépend de l'objet associatif dont on parle. Ici, en l'occurrence, je pense que l'associatif est autant investi par les hommes que par les femmes. Et c'est bien, et tant mieux. On reviendra sur les inégalités sociales que vous constatez, contre lesquelles vous vous battez et tout au long de votre parcours jusqu'à ce jour. Mais peut-être nous parler de votre mandat de conseillère communale. Donc vous êtes élue en 2012. Donc, et là, conseillère communale, vous étiez donc sur la liste socialiste à Molenbeek. Racontez-nous comment ça se fait. Est-ce que c'est la continuité ou bien une évidence que vous fassiez de la politique? Vous répondez en partie à la question. Effectivement, c'est une évidence. Quelque part, vous savez, vous ne devez pas nécessairement faire partie d'un parti politique pour faire de la politique. On en fait tous à notre façon, à notre manière, à notre niveau. J'ai toujours quelque part fait de la politique.
dans un sens noble du terme, au niveau du militantisme sur le terrain. À un moment donné, vous réfléchissez à l'apport que vous pouvez modestement donc apporter à l'échelle locale dans un premier temps. Donc, raison pour laquelle je me suis présentée sur la liste du bourgmestre dans un premier temps comme indépendante, comme candidate d'ouverture. Et c'est une continuité de mes engagements qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui continueront, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Donc, la politique, c'est un cheminement naturel. Alors, on va peut-être... Est-ce que ça a été facile ou vous avez quand même rencontré quelques difficultés, hein? Vous êtes d'origine marocaine, une femme. La politique, ça reste malheureusement ici en Belgique quand même, la parité n'est pas tout à fait atteinte. Et vous étiez déjà voilée, donc quand vous vous êtes présentée sur les listes, quelles sont les difficultés ou bien est-ce que vous n'avez pas connu ces difficultés? Les difficultés font partie de la vie. Dire que je n'ai jamais rencontré de difficultés, d'obstacles sur mon parcours, ce serait vous mentir. Je pense que les obstacles et parfois les difficultés qui se présentent devant moi ne sont pas du tout un frein. J'arrive à les contourner, j'arrive à les transformer en faire une énergie positive qui me permet d'avancer. Jamais, au grand jamais, je m'arrête ou je baisse les bras face à une difficulté. Au contraire, c'est un défi en plus pour moi de pouvoir relever les obstacles qui se trouvent devant moi. Maintenant, vous l'avez souligné, être une femme dans un milieu politique majoritairement masculin, puisque comme vous l'avez très bien souligné, la parité n'existe pas, enfin n'est pas suffisamment, en tout cas présente, n'est pas suffisamment effective. Bon, on y contribue, notamment en étant sur la liste, j'y contribue indirectement, d'autres femmes également. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager, cette parité dans les instances politiques, mais aussi dans les conseils d'administration, qui sont quand même surreprésentés par la gente masculine. Et donc là aussi, c'est un pari que nous n'avons pas encore gagné, mais je ne désespère pas. Je pense que avec les hommes, hein, c'est pas un combat contre eux, au contraire, c'est avec eux qu'on arrivera à gagner en parité homme-femme, égalité homme-femme, en droit. Donc l'engagement politique y contribue aussi. Sur la question du foulard, vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis ce que je suis ici devant vous, avec une multitude d'identités plurielles qui fait ma richesse. Vous avez su mettre... soit ne pas mettre ça en avant, ce n'est pas ça. C'est pas ça que je mets en avant. Vous savez, tout à fait. C'est mes engagements associatifs depuis une quinzaine d'années qui ont été valorisés en amont même de mon engagement politique sur ces listes électorales. Je pense que quand on fait ses preuves comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a moins de difficultés. Mais écoutez, les difficultés, comme je vous le disais, il y en aura toujours. Il y aura toujours des mauvaises langues pour penser qu'on vous a mis sur une liste uniquement pour votre foulard ou que c'est purement électoraliste. Probablement ça a joué. Probablement que pour certaines personnes, elles se sont identifiées à la personne que je suis, en tout cas physiquement, dans ce que je représente. Mais je pense que la majorité des personnes qui me connaissent, qui ont vu mon travail, j'ai été en plus dans cette commune travailleur social pendant quelques années. Et donc, vous savez... Donc vous aviez fait vos preuves, c'est ce que... Moi, je pense qu'on est aussi choisi par rapport au travail, je l'espère en tout cas, qu'on fournit sur le terrain. Sinon, ce serait gravissime et dommageable pour nos politiques si on devait choisir les candidats en fonction de leur physique ou en fonction uniquement de ce qu'ils représentent d'apparence. Ce serait quand même dommageable, je trouve. Alors, justement, en tant que conseillère communale, quelles sont les problématiques vécues par les habitants de votre commune, les plus récurrents Il y a une série de problématiques. Il faut savoir que le Parti socialiste, bien qu'il soit arrivé premier à l'issue du scrutin, siège dans l'opposition. Donc le Parti socialiste molenbeekois n'est pas aux commandes de la commune. Il peut proposer, il peut en tout cas être dans une démarche constructive, et c'est ce que nous faisons au sein des conseils communaux qui se tiennent minimum une fois par mois. Nous venons avec des propositions, avec des interpellations, avec des motions qui concernent l'intérêt des molenbeekois. Que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau dernièrement, de la problématique autour des commerçants, vous savez, avec les tristes événements du 22 mars et ceux bien avant, les événements de Paris. Ça a malheureusement freiné un peu l'économie aussi au niveau de cette partie de la commune. Et donc c'est important d'être à l'écoute aussi de la population molenbeekoise et qu'avec la majorité, tout parti confondu, qu'on puisse pouvoir trouver ensemble des solutions, même si pour notre groupe, on est
un peu limité du fait que nous ne sommes pas aux commandes. Ça ne nous empêche bien sûr pas de travailler, mais on comprendrait que nous n'avons pas toutes les cartes en main, en tout cas au niveau local. Voilà. On reviendra sur les tristes événements et justement cette stigmatisation par rapport au Molenbeekois et cette commune tracée par les médias. Mais peut-être avant, parmi vos combats, et ils sont nombreux, hein, on peut lire, en tout cas moi en lisant, je vous connais depuis quelques années, donc je connais votre travail, au sein de vos combats au sein d'associations, par exemple le MRAX, la lutte contre l'exclusion sociale, etc., etc. Vous en avez plusieurs, je ne vais pas tous les citer. On retrouve en tout cas un combat, celui de la liberté et le droit du culte. Est-ce que quelles sont donc les avancées, les régressions dans ce domaine-là? Alors, juste si je peux me permettre, hein, donc c'est surtout un combat donc, pour les libertés individuelles, les libertés fondamentales, quelles qu'elles soient. Parce que vous citez le culte, ce n'est pas du tout mon cheval de bataille. Pour moi, j'ai dit parmi vos combats. Pour moi, ce qui est primordial, c'est d'exiger vraiment, de se battre pour que les citoyens soient, en tout cas, égaux, pour essayer de combattre les inégalités sociaux. Donc, et en même temps, que ces citoyens puissent aussi jouir de leur liberté, quelle qu'elle soit. Leur liberté de conscience, de manifester leurs idéologies, leurs religions, leurs croyances, leurs opinions, leur orientation sexuelle. Je pense que c'est important. Ce sont des libertés que nos aïeux ont arrachées en y laissant parfois leur vie. Et on ne peut pas aujourd'hui, nous, les balayer d'un revers de la main, c'est pas possible. Donc moi, je me battrai et je continuerai à me battre contre tous celles et ceux qui voudraient les restreindre injustement. Aujourd'hui, nous avons des dispositions juridiques qui existent tant au niveau de la Constitution belge qu'au niveau des normes nationales, internationales, au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent les libertés individuelles. Et on ne peut pas aujourd'hui, je pense en tout cas, les restreindre et être dans des mesures, vous prenez des mesures liberticides. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans certaines mesures liberticides aujourd'hui que d'aucuns voudraient en mettre en avant. La question du fait religieux, Madame Farida Tahar, est au cœur des débats et en l'occurrence au sein des médias. Hein, vous co-organisez à ce propos une formation sur le traitement médiatique du fait religieux. Alors cette formation, est-ce que vous pouvez nous en dire comment est née l'idée, à qui elle s'adresse et quel est l'objet d'une telle formation? Alors cette formation s'inscrit dans la continuité d'un cycle de séminaires qui ont été mis en place déjà au cours de l'année 2015. Un cycle de formation autour des discriminations pour motifs religieux. Nous avons abordé la dynamique sociologique, juridique des discriminations et on en vient ici pour la dernière de ce cycle à traiter du fait religieux mais vu par les médias. C'est-à-dire comment les médias traitent du fait religieux, en l'occurrence également, notamment l'islam. Est-ce qu'il participe d'une certaine manière à produire, à diffuser certains amalgames ou stéréotypes à l'égard des communautés musulmanes notamment. Comment est-ce qu'on peut déconstruire aussi un message médiatique entre l'information, la désinformation, où se trouve la frontière. Donc toutes ces questions-là seront abordées, notamment avec la présence d'un expert. Je cite Jean-Jacques Jespers, qui est un professeur à l'ULB, professeur de journalisme déontologique. Nous aurons également la présence de d'autres personnes, je pense notamment à Patrick Charlier de UNIA, l'ex-centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui sera également présent. Et c'est un séminaire qui s'adresse autant aux acteurs associatifs, mais aux académiciens, en fait à toute personne qui souhaite en connaître un peu plus sur les rouages médiatiques, sur la façon dont on peut traiter une information. Puisque le journaliste nous relate des faits, alors est-ce qu'il les relate de façon
en respectant le code de déontologie journalistique, comment est-ce qu'il s'y prend, pourquoi on décide d'intituler un reportage de telle manière, pourquoi est-ce qu'on use de certaines images choc dans certains cas. Donc c'est intéressant de revenir sur ce métier noble du journalisme pour le comprendre et voir comment on traite surtout du fait religieux. Quel est votre avis sur la couverture médiatique de ce qui s'est passé, des tristes événements justement qu'a connu la Belgique et notamment Bruxelles avec les attentats du 22 mars Quelle lecture est-ce que vous faites de cette couverture? Alors, moi, je pense qu'à la fois, on a eu des journalistes, on a été en tout cas en présence de journalistes corrects, qui ont fait leur travail de manière objective, en tout cas, qui ont essayé de relater des faits en ayant cette distance nécessaire donc, pour pouvoir traiter du fait dans sa réalité, dans sa véracité, qui a mis en avant ou en valeur certaines expériences positives d'entreconnaissance entre des populations qui ne se connaissaient pas ou pas assez. Je pense notamment à des expériences vécues à Molenbeek avec des jeunes, des personnes âgées, notamment ce rassemblement à la place communale qui était très beau à voir puisque ce rassemblement réunissait une diversité dans la population. Ensemble, on avait le sentiment d'être dans l'unité, d'être dans l'unité avec une diversité réelle présente, tous unis dans la douleur, mais au plus grand, convaincus du combat qu'on doit continuer à mener contre toutes les formes d'obscurantisme. Donc on l'a vu et certains journalistes l'ont vraiment relaté de manière extraordinaire. Et puis on a vu en revanche d'autres, je ne citerai bien sûr aucune presse ici, d'autres journalistes, d'autres médias qui ont surfé sur le sensationnalisme, tout à fait, et qui ont au contraire, et malheureusement, la diffamation même. Dans certains cas, oui, ça a été jusqu'à la diffamation, la calomnie. Alors justement, vous avez été sujette à des polémiques dans les médias, et justement dans le cadre d'une émission télévisée. Racontez-nous d'abord votre ressenti et surtout comment est-ce que vous réagissez à cela? Écoutez, quand vous êtes dans un milieu, notamment comme celui dans lequel je suis, politique, en plus de mes engagements associatifs, j'ai envie de dire que c'est le risque du milieu, à un moment donné, qu'on s'attaque à vous. Donc j'ai envie de dire, c'est triste, mais ce sont c'est la réalité parfois de notre quotidien. Comme je le disais dans le début de mon intervention, les difficultés, au contraire, ne me faiblissent pas. Là, je vois que certains s'en prennent à mon apparence, à ce que j'ai sur la tête et pas dans la tête. Certains s'en prennent uniquement à mon physique de femme visiblement musulmane, et pas à mes actes, et pas à mon travail associatif, pas à mes engagements. Parce qu'on cherchait un bouc émissaire. Et donc, j'ai envie de dire, quelque part, moi, j'ai envie de dire, ça m'inquiète pas plus que ça, dans la mesure où on s'en prend pas, en tout cas directement, à mon travail. Ça veut dire que mon travail en tout cas, est effectué de manière correcte et de manière professionnelle. On s'en prend ici à une personne, et je ne veux pas du tout tomber dans une posture victimaire. Vous faites référence, j'imagine, à l'émission Devoir d'enquête, une émission qui a toute sa légitimité, une émission qui a traité d'un sujet qu'il fallait traiter. Je me réserve quand même le droit de la façon en tout cas de commenter certains liens qui ont été faits de manière insidieuse entre une certaine mouvance frériste et certains acteurs associatifs. Donc moi je pense qu'ici, il faut que certains journalistes fassent attention au message qu'on envoie à monsieur et madame tout le monde. Si on veut se battre contre les extrémistes de tous bords, contre l'obscurantisme, on ne doit pas l'alimenter. Parce que quand on fait des amalgames, des raccourcis, quand on ne vérifie pas ses sources, quand vous accordez une demi-heure d'interview à une journaliste qui ne reprend rien, quasi rien de ce que vous lui dites, vous vous posez des questions à un moment donné quant à la façon dont certains journalistes traitent d'un sujet qui est légitime. Comment vous expliquez ça? Est-ce que Écoutez, je ne sais pas. Moi, je me dis... Répondre à l'audimat ou...
il y a peut-être une série de raisons. Je ne vais pas répondre à la place de la journaliste. L'affaire est en cours pour l'instant. Je suis en train d'examiner les possibilités de saisir le conseil de déontologie journalistique, peut-être même de tester en justice, puisqu'il y a des faits qui ont été rapportés, qui sont gravissimes, qui sont mensongers. Et là, pour le coup, il y a lieu de ne pas laisser faire. Mais en même temps, c'est pas un incident qui m'affaiblit. Au contraire, je continue et je continuerai à porter les combats pour lesquels je crois et j'ai toujours cru. Alors, justement, pour en savoir plus, hein, cette formation, quelques mots encore. C'est une formation qui aura lieu ce samedi, donc 21 mars, de 14h à 18h, à Laken, donc au sein de la salle Nederstal, donc, qui se trouve au boulevard Émile Boxtal, au numéro 107. Il y a sur cette affiche un numéro de téléphone pour, en tout cas, les personnes qui souhaiteraient avoir de plus amples informations peuvent composer le numéro de téléphone. Et celles et ceux qui veulent s'inscrire à cette formation, puisqu'en fait, nous limitons les participants pour pouvoir permettre un échange plus fructueux entre les participants, d'envoyer un mail à toutes égales, en un seul mot, toutes égales, oui. Toutes égales, @gmail.com, d'envoyer donc une demande d'inscription pour pouvoir les compter parmi nos participants de ce samedi. Voilà, il y a un numéro de téléphone, mais il est trop petit, Farida. Donc, oui, pour mes pauvres yeux. Alors 0487 53 94 24. 0487 53 94 24. Voilà. J'espère que vous serez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nombreux et nombreuses à y aller et en tout cas adhérer à cette dynamique qui se veut en tout cas rassembleuse, en tout cas ouvrir les yeux sur des choses qu'on pourrait... Je voudrais juste peut-être préciser que c'est une formation qui est conjointement organisée donc, par le collectif Toutes égales au travail et à l'école, mais également par le collectif, donc le CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique, qui existe depuis 2014, donc une jeune association. Et vous êtes membre aussi donc, Je suis une des fondatrices et également membre de l'administration, du conseil d'administration. Je suis également administrative de ce collectif qui est très attentif à tous les faits, les dires et les propos et les actes racistes et à caractère islamophobe qui nous sont malheureusement rapportés de plus en plus. Voilà. En tout cas, on se doit de dire que ça existe, ce collectif, qu'il existe ici à Bruxelles et qu'on peut, si on est sujet à des discriminations liées donc à l'origine, mais aussi à son appartenance religieuse. Ou pas nécessairement, vous savez, c'est des personnes parfois qui sont visées sur leur appartenance supposée ou avérée. Donc ce sont parfois des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui pourraient, en tout cas, donner l'impression d'être un musulman, être victimes de propos ou d'actes racistes et islamophobes. On nous rapporte des faits. Donc on est en train de réaliser le rapport d'activité de l'année 2015 qui sera publié dans les prochaines semaines et qui rendra compte de la réalité de l'islamophobie en Belgique. Et notre combat, nous, c'est non seulement de faire en sorte d'éradiquer, parce que, vous savez, l'objectif du collectif, c'est pas d'être éternel. Nous souhaiterions qu'il ne puisse jamais exister. Disponible. C'est une réalité. C'est la réalité de d'autres associations comme le MRAX, comme le Centre pour l'égalité des chances, des structures qui se sont créées à force de réalité, observables sur le terrain. Allez voir sur les forums, dans les commentaires qui suivent certains articles de presse pour vous rendre compte parfois des propos racistes, xénophobes et islamophobes. Pas plus tard qu'il y a, je pense, 2 semaines, un journaliste de la Libre Belgique a écrit un article dans lequel il témoignait de ce qu'il avait lui-même vu à Wavre. Il passait par là, il a constaté, il a vu trois jeunes femmes portant le foulard se faire agresser par un homme qui était au volant de sa voiture, agressé surtout psychologiquement, puisqu'en fait il s'est servi de ses mains pour faire le geste du revolver en direction de ces 3 femmes. Et ce journaliste relate ce fait. Comme quoi, vous savez, il y a des journalistes qui sont corrects, qui intègrent la dimension éthique, qui ont une loyauté et qui rendent compte des réalités, ni plus ni moins. Voilà, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Alors après, on peut
On peut discuter sur le terme, il n'est pas parfait, mais ici, il renvoie surtout pas du tout à la critique de la religion. On peut bien sûr critiquer l'islam, il faut critiquer ce qui ne va pas au sein des communautés musulmanes. Donc le collectif est là pour vraiment bien défendre en tout cas, de recenser, de faire un monitoring des actes et des propos islamophobes, de les combattre aussi en faisant un travail aussi d'entreconnaissance, parce qu'il n'y a rien à faire, vous savez, tant que vous n'allez pas vers les autres dans un travail d'altérité, vous pouvez dénoncer ce qui se passe au niveau des discriminations, mais il faut en parallèle faire ce travail-là. Et puis il y a une troisième dimension dont on ne parle pas souvent, c'est la dimension de l'assistance ou du soutien aux victimes. Parce qu'on ne se rend pas compte aussi de la charge psychologique, de l'impact, des conséquences qu'un propos raciste peut avoir sur une personne, quelle qu'elle soit. Donc nous avons des gens qui nous appellent, bien sûr, qui nous appellent au téléphone, que nous devons écouter pendant parfois des heures, qui s'écroulent, qui s'effondrent et qui appellent à l'aide. Donc on est aussi on réalise aussi un travail de première ligne et d'écoute. Le CCIB n'est pas juste, j'ai envie de dire, une machine qui additionne les faits, les gestes et les propos islamophobes, pas du tout. Est-ce qu'il y a un après-attentat, un avant et après-attentat, donc justement au sein du CCIB, est-ce qu'il y a plus de plaintes? Mais on a constaté effectivement qu'il y a eu une recrudescence dans les semaines qui ont suivi les attentats du 22 mars, plus d'appels téléphoniques de personnes qui nous ont effectivement témoigné de situations qu'elles ont vécues dans la rue, de propos tenus contre elles. Et bien sûr, il faut examiner tout cela. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances. Et comme je vous l'ai dit, il y a un rapport d'activité qui va bientôt être diffusé et qui rendra compte réellement de toutes ces réalités-là. Mais je pense qu'il faut vraiment se garder de ne pas analyser un phénomène dans un contexte qui était quand même très anxiogène, qui était délétère, où il y avait des crispations de part et d'autre, des peurs alimentées souvent par des partis d'extrême droite, parfois même par certains de nos ministres qui siègent au gouvernement et qui n'ont pas hésité à dire qu'une part significative de musulmans avait dansé après les attentats, qui avait été jusqu'à comparer ces musulmans-là à un cancer, des propos très graves de notre ministre. Vous êtes saisi de l'Intérieur, bien sûr. Au sein du MRAX, dont je suis administratrice, nous avons signalé ce fait. Nous sommes allés dans un processus de plainte, donc de porter plainte. Et quand ça vient des politiques, c'est encore plus grave. Parce que les citoyens, c'est un travail qui prendra plus de temps. Et c'est un travail, j'ai envie de dire, quand vous êtes dans l'ignorance, la peur fait sa place. Et on sait que la peur est la plus mauvaise conseillère. Mais quand des hommes et des femmes politiques aujourd'hui alimentent, quand des médias et quand des politiques entretiennent ces peurs-là, divisent la population plutôt que de la réunir, là c'est gravissime. Notre gouvernement aujourd'hui, et là permettez-moi d'être plus dans mon rôle peut-être de politique, est en train de démissionner de son travail. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait de mouvement de grève. Aujourd'hui encore, on a assisté au mouvement de grève dans les prisons, des gardiens de prison, des moyens qui ne sont pas alloués pour nos milieux carcéraux, des moyens qui ne sont pas suffisamment alloués pour garantir un enseignement de qualité, pour pouvoir permettre aux gens de trouver un travail. Au contraire, on est en train de proposer la loi Peters, donc un rallongement du temps de travail à 45 heures semaine, alors qu'il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui ne demandent qu'à travailler, qui sont laissés aux côtés de la société. Il y a une régression des acquis Oui, pour moi, il y a une régression vraiment des acquis et c'est gravissime. Vraiment, moi, je tire la sonnette d'alarme parce que je crois, et je le dis vraiment avec toute sincérité, je crois qu'on atteint le summum, le paroxysme de l'incompétence politique de certains de nos politiques du gouvernement fédéral qui, plutôt que de s'occuper de ces problèmes internes, préfèrent envoyer des F-16. Donc c'est dans le projet en juillet d'envoyer des F-16 en Syrie pour combattre le terrorisme. Je suis la première à prôner le combat du terrorisme. Est-ce que la solution, c'est d'aller bombarder un pays dont on sait finalement que les victimes seront surtout des civils. Des civils, oui. On sait très bien ce qui s'est passé avec l'invasion en Irak, en Afghanistan, en Libye. On sait que ces guerres-là ne nous ont pas aidés, au contraire. Et ce que je veux dire par là, c'est attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de cautionner ce qui est en train de se faire en termes d'actes d'attentats. Au contraire, je les condamne fermement et je pense qu'il faut trouver des mesures. Ça passe par des mesures diplomatiques, ça passe par
une meilleure qualité d'enseignement en Belgique, ça passe par tout un volet préventif que nous n'avons pas suffisamment assuré ici en Belgique, plutôt d'aller tirer sur des civils en Syrie qui va nous tomber dessus. Et donc ça, c'est très très important de signaler à notre gouvernement qu'il est en train de faire fausse route et que nos citoyens belges sont en train de payer les pots cassés, tant au niveau socio-économique qu'au niveau de politique qui va pactiser avec l'Arabie Saoudite ou qui va rendre visite en Iran en envoyant une ministre en foulard, alors qu'ici, ce propre parti, visiblement, a fait de son cheval de bataille, de sa priorité, l'interdiction du foulard. Voilà, j'ai envie de dire, si c'est dans son programme, pourquoi pas, alors qu'il fasse un peu de travail de ménage au sein de son propre gouvernement. Peut-être revenir sur le fait qu'à côté de ça, il n'y a pas, on envoie des F-16, comme vous dites, mais il n'y a pas de gestion de flux des réfugiés. Donc non, la fermeture des frontières. Tout à fait. On va les bombarder, on ferme nos frontières, on leur dit de se débrouiller, on les laisse mourir en mer. Vous savez, je travaille dans ce service social, je reviens un peu, je fais des va-et-vient avec mes interventions. Je vous ai parlé du Figuier, de cette ASBL dans laquelle je travaille à temps plein. Ça occupe une grosse partie de mes journées. On rencontre énormément de migrants, beaucoup de personnes qui n'ont même pas de quoi manger uniquement. Nous sommes un service qui offrons, nous sommes obligés d'offrir des colis alimentaires, des stricts minimums à des personnes qui viennent de Syrie, qui viennent d'ailleurs. Et dont on leur dit finalement, vous n'êtes pas les bienvenus, et qu'on bombarde à côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle nécessité de s'arrêter 2 secondes et d'évaluer nos politiques qui pour l'instant vont à leur perdition, de se regarder en face et de voir finalement, de faire ce travail d'introspection. C'est un travail qui doit être fait au niveau politique surtout, mais à d'autres niveaux de pouvoir aussi, et au sein de la société également. C'est un travail qui nous incombe tous. Les responsabilités sont partagées. Mais aujourd'hui, les politiques ont été choisis, ils ont été élus grâce aux citoyens. Ce n'est pas pour prendre des mesures qui vont nous sauter au visage. En tout cas, encore beaucoup de travail au sein des associations et je pense que la société civile, elle répond quand même assez positivement. Elle est présente sur le terrain, en masse. Il le faut. Il faut rester debout, engagé et surtout avoir la conviction de ces engagements. La dernière question, Madame Tahar, c'est, je vous ai demandé donc avant attentat, après attentat, ici c'est concernant Molenbeek. Vous êtes donc conseillère communale sur Molenbeek. Est-ce que les habitants ou l'insécurité ou le sentiment d'insécurité, quel thermomètre faites-vous de ce que vivent les habitants de Molenbeek après les attentats? Encore une fois, pour situer dans le contexte des attentats, post-attentats, il y a eu effectivement un sentiment d'insécurité de part et d'autre, autant des personnes de confession musulmane que des citoyens. Et c'est un sentiment normal, naturel. Maintenant, fort heureusement, on a dépassé ces émotions et aujourd'hui, la place est à l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que nos jeunes, nos enfants partent? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a raté un coche? Il faut vraiment faire ce travail d'analyse. Il faut que les responsabilités soient partagées au sein des communautés musulmanes, mais au sein de nos sociétés, au sein des politiques. Qu'est-ce qu'on a raté? C'est important de faire ce travail-là si on veut éviter que d'autres attentats... Oui, principalement dans l'enseignement, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire au sein des communautés musulmanes. Mais je vous dis, la responsabilité majeure, elle est située au niveau de certaines politiques qui sont incohérentes et qui sont parfois contradictoires dans ce qu'elles prônent et dans ce qu'elles font sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Farida Tahar. Peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de vous adresser à toutes les personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à ce qui se passe, à ce travail faramineux qui est le travail social ici en Belgique et le droit du vivre ensemble paisiblement Écoutez, je crois qu'il est important modestement de dire à chacune et chacun qui nous écoute aujourd'hui qu'elles font partie de la solution. Elles ne sont pas le problème, elles sont une partie de la solution. Et que si on veut construire un meilleur lendemain, parce que j'y crois personnellement, même si ça va être difficile dans les prochaines semaines et les prochains mois, il va falloir travailler ensemble. Il va falloir absolument se serrer les coudes, quelles que soient nos appartenances politiques, religieuses, travailler ensemble pour pouvoir construire cette société de cohésion sociale paisible qui aspire qu'à vivre ensemble avec ses différences et
voilà, je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Merci C'était un Farida plaisir. Tahar. L'émission donc Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous souhaite, chères téléspectatrices et téléspectateurs, beaucoup de bonheur d'ici la prochaine émission Femmes au pluriel. Restez sur la chaîne Maghreb TV. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre combat, un autre parcours à d'autres combats avec une autre personne. D'ici là, soyez heureux et heureuses.